un objet qu'on peut calculer et qui nous donne des informations sur les géodésiques. Si la courbure est positive, ça veut dire que les géodésiques se rapprochent davantage que des lignes droites dans le plan. Et si la courbure est négative, ça veut dire que le géodésique s'écarte davantage par rapport à des lignes droites. Et ça influera sur la forme des triangles, par exemple. Voici un dessin qui représente la géométrie hyperbolique. Un dessin de l'artiste M.C. Escher. Dans ce dessin, chacun des poissons a la même longueur. Mais les unités de longueur varient d'un point à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression, quand on le regarde, que les poissons sont de longueurs différentes. Et si on regarde un triangle géodésique dans cet espace, voici à quoi il ressemble. Observez qu'il est plus maigre. Enfin, c'est l'araignée. Vous regardez le triangle qui est à droite là. Vous voyez que la somme des angles est plus petite que 180 degrés. Les angles sont plus petits que nature. C'est typique de la courbure négative. En revanche, si vous regardez une sphère, à la surface de la sphère, cette courbure positive, regardez le triangle qui est tracé ici. 3 angles droits. Donc une somme des angles qui est égale à 270 degrés. Beaucoup plus que 180 degrés. Ceci est typique de la courbure positive. Et regardez ce que je vous ai dit. Donc là, on voit sont tracés plusieurs géodésiques. Par exemple, il y a celles qui se croisent ici. On va appeler ça le pôle Nord. Et puis elles se croisent, elles s'écartent, et puis après, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent se recouper au pôle Sud. Vous voyez qu'elles ont tendance à se rapprocher plus que des droites. Parce que deux droites qui se coupent dans le plan, elles ne se revoient plus jamais. Elles se coupent une seule fois et pas une deuxième fois. Tandis qu'ici, les géodésiques se coupent une fois et ensuite viennent se recouper. C'est caractéristique, ça, de la courbure positive aussi. Et Riemann nous a expliqué tout ça. Ça, c'est, si vous allez à Dublin un jour, si vous êtes déjà allé, si vous y allez, passez par le Science Museum, dans lequel sont exposés le Hyperbolic Coral Reef. Cette image a été prise ici. Et on y trouve ce genre de choses. Du crochet hyperbolique, comme on dit. Un tissu qui a été cousu au tricot, et qui a été cousu, qui a été tricoté pour avoir une courbure négative. Ça ressemble un peu à du corail. En même temps, ça a la propriété que les géodésiques dessus s'écartent davantage. C'est la même chose pour cette surface ici, la pseudosphère, qui était exposée il n'y a pas longtemps dans une exposition d'art à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et là aussi, c'est une figure dont la courbure est négative et constante. Et puis, une autre figure qui est liée, c'est celle-ci. Vous voyez l'espèce de toupie là? On dirait qu'on a pris des selles de cheval là, et qu'on les a collées les unes aux autres pour faire ce truc là. Eh bien ça aussi c'est typique de la courbure négative, la selle de cheval. Une selle de cheval, ça remonte par devant et par derrière pour vous tenir, et puis ça descend sur les côtés pour passer les jambes. C'est typique de la courbure négative, constante. Observez qu'il y a ce recollement, cependant, qui se fait selon des crêtes. On les appelle des singularités en géométrie. Et observez qu'on a ici des images variées, avec un contenu artistique. Et observez que là où nous, on voit, quand on regarde avec nos yeux d'être humain, on voit des objets très différents. Mais quand on regarde avec les yeux du mathématicien, on voit la même chose, la même règle. Dans les trois cas, ce sont des surfaces à courbure constante négative. Et on voit là comme
cette notion de courbure, elle nous permet de classifier les choses et de les ordonner. Trois choses qui semblent différentes, eh bien en fait c'est la même nature. Henri Poincaré a dit un jour, et il avait raison, la mathématique c'est l'art de donner le même nom à des choses différentes. De comprendre que des choses qu'on observe qui ont l'air très différentes relèvent en fait du même concept abstrait. Et ici on en voit un exemple. La géométrie, ça inspire l'art, comme on l'a vu ici. C'est aussi une notion fort utile. Et puis, c'est aussi quelque chose en mathématiques, en sciences, quand vous avez fait quelque chose, les autres vont pouvoir utiliser ce travail pour construire par-dessus. C'est ce qui est arrivé à la courbure de Riemann, quand les géomètres italiens, au début du XXe siècle, ont commencé à travailler dessus. Et c'est ainsi que Ricci Courbastro, a développé la notion de Riemann et en a fait ce qu'on appelle maintenant la courbure de Ricci. Et peu de temps après, Albert Einstein s'est rendu compte que cette courbure, inventée par Riemann, développée par Ricci, c'était la base mathématique dont il avait besoin pour construire sa théorie de la relativité générale. Et voilà comment un problème de géométrie développé de manière par pure curiosité intellectuelle est devenu à la base notre représentation de l'espace-temps. On voit le changement au début, c'est juste un objet dans le monde mathématique, et après on le voit apparaître dans le monde physique. Et si vous attendez encore un peu, enfin un siècle de plus, vous allez le retrouver dans votre quotidien. Parce que pour faire fonctionner les GPS, qui utilisent des informations fournies par des satellites pour vous repérer très précisément, il faut tenir compte de la relativité générale, donc des équations d'Einstein. Donc il faut calculer cette courbure. Et voilà comment ces GPS, ils contiennent en eux l'héritage de Riemann, de Ricci et d'Einstein, ainsi que de toutes sortes d'ingénieurs qui ont travaillé dessus. Des centaines de contributions, avec aussi un cœur mathématique. Oh, c'est les applaudissements pour Riemann, bien sûr. Riemann, il mérite bien les applaudissements. Hein. Il s'est intéressé à toutes sortes de problèmes, comme aussi le problème des singularités. Je vous parlais tout à l'heure de singularités sur les objets, sur les courbes, mais les singularités, vous en voyez aussi tous les jours. Par exemple, quand vous regardez comment fait la réflexion de la lumière sur votre tasse le matin, vous voyez cette pointe-là, elle apparaît subitement à cause des équations mathématiques. Quand il y a un avion qui va plus vite que le son, regardez les singularités qu'il laisse autour de lui dans l'air. Quand une balle de fusil est tirée, regardez les singularités que ça fait tout autour. Des singularités en forme de sphère et d'autres en forme de cône. Et tout ça, ce sont des problèmes aussi liés, le premier à l'optique et les autres à la mécanique des fluides compressibles, que Riemann a essayé le premier de mettre en équation. En fait, Riemann, quand on regarde ce qu'il a fait, on prend peur. Ça, c'est la liste de tout ce qu'on appelle du nom de Riemann. Je l'ai pris sur Wikipédia. Ça fait d'autant plus peur quand vous voyez ça, que vous réalisez qu'il est mort à 40 ans. C'est un destin incroyable. Hein. Ça fait de lui une figure romantique extraordinaire qui, malgré la brièveté de sa vie, arrive à laisser une trace indélébile sur l'ensemble des sciences. Et Riemann reste ainsi un personnage extrêmement inspirant, une sorte de modèle. En fait, pas seulement pour les mathématiciens d'ailleurs. Il y a quelques années, j'avais rencontré une chanteuse de rock très célèbre qui m'avait dit que de temps en temps, elle allait se recueillir sur la tombe de Riemann pour y chercher l'inspiration. C'est une technique que vous pouvez essayer, hein. Allez vous recueillir sur les tombes. Moi aussi, je fais ça des fois, là, vous voyez. Donc ça, c'est moi devant la tombe de Ludwig Boltzmann, un grand physicien autrichien de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il est mort en 1906. Et en 2006, j'étais l'un des invités d'un grand colloque à Vienne où l'on célébrait son héritage. J'avais travaillé pendant ma thèse, j'avais travaillé
sur son équation, sur ses formules, je le connaissais bien. J'avais travaillé des années et des années sur ces formules. Et donc, je savais qu'il était enterré là, c'était important pour moi d'aller lui rendre visite. Je savais aussi que sur la tombe, il y avait sa fameuse formule de l'entropie. S égale K log W. L'entropie, c'est une constante fois le logarithme du volume des états possibles d'un système qu'on observe. S égale K fois log W. C'est une formule fondamentale, ça. Certainement plus importante encore que, par exemple, E égale MC2. Parce que ici, c'est une formule qu'on expérimente tous les jours, chaque fois qu'il y a une notion de désordre, comme dans le gaz qui nous entoure. Aussi une notion de vieillissement, vieillissement des êtres biologiques, dégradation des systèmes physiques. Ça, c'est derrière les lois de la thermodynamique et derrière l'entropie. Donc, je savais qu'il y avait la tombe, je savais qu'il y avait cette formule, et je voulais aller lui rendre visite. Mais il y avait, dans ce très grand cimetière à Vienne, il n'y avait personne pour me guider. J'étais arrivé un peu tard. Alors, impossible de le trouver. En désespoir de cause, j'ai demandé à une famille qui était installée là, devant moi, et vous savez où je peux trouver un plan du cimetière? Ils m'ont dit, non, 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 qui vous cherchez? J'ai dit, je cherche Ludwig Boltzmann. Et alors, il m'a regardé, le père de famille, en disant, ah, S égale K log W. Et vous voyez, je vous disais qu'elle est importante, cette formule, puisqu'elle se transforme en une sorte de code secret pour les initiés dans les cimetières. Alors, explicitons un peu davantage ce qu'il y a derrière cette formule. Du temps de Maxwell et de Boltzmann, dans les années 1860, on commence à suspecter que qu'un gaz est fait de beaucoup de molécules, et on veut en tirer parti pour obtenir des conclusions scientifiques. Et alors, pour simplifier les choses, on va faire comme si ces particules étaient des petites boules, des sphères dures, comme on dit, et les voici comme des boules d'un gigantesque billard. Et de temps en temps, les particules se rencontrent, échangent de vitesse et ainsi de suite. Et c'est ça l'exercice de pensée auquel se livrent Maxwell et Boltzmann. C'est dur d'imaginer ça. Autour de nous, là, l'air, il est assez tranquille. Bon, il y a le truc là qui souffle un peu, mais à part ça, c'est calme plat. Mais imaginez qu'en fait, c'est des milliards de particules qui se cognent dans tous les sens et qui vous cognent dans tous les sens. Et essayez de trouver des conclusions mathématiques qui découlent de ça. On pourrait se dire, face à toutes ces particules qui font n'importe quoi, on ne pourra rien conclure de bon. Mais au contraire, Maxwell et Boltzmann ont montré qu'en appliquant un formalisme statistique, on pouvait obtenir des conclusions. Voici Maxwell, à droite, l'un des plus grands physiciens de tous les temps. On lui doit les équations de l'électromagnétisme, entre autres. Maxwell et Boltzmann développent l'idée que pour comprendre un gaz, on va s'intéresser à toutes les positions de ces particules et à toutes ces vitesses. Les vitesses, on ne les voit pas, on ne peut pas les mesurer comme ça, mais elles sont là et les particules vont dans tous les sens. On a appelé cela la théorie cinétique parce qu'elle était basée sur ces variables de vitesse invisibles. Et on va regarder la distribution statistique de ces vitesses. Un peu comme quand on veut étudier la démographie d'une population en fonction des âges. On regarde combien de jeunes, combien de plus âgés et tout ça, et ça nous fait une répartition statistique. Ici, c'est pareil, mais pas avec les âges, on va le faire avec les vitesses. Par exemple, ici, il y a un grand pic avec beaucoup de particules qui ont à peu près cette vitesse-là, d'autres particules qui ont un peu cette vitesse-là, très peu de particules de très grande vitesse, et ainsi de suite. Et c'est celle-ci qui va devenir l'inconnu, et qu'on va étudier. Et ceci prenait part dans une aventure fascinante, le développement de la science du hasard. On pourrait se dire que le hasard, c'est précisément ce qu'on n'arrive pas à prédire. Mais à partir du début du XVIIIe siècle, les gens ont compris qu'on pouvait en tirer des lois qui s'appliquent de manière implacable. Et la première, c'est la loi des grands nombres. Vous prenez une pièce, vous la lancez en l'air, est-ce que ça va tomber sur pile ou face?
Vous ne savez pas, ça va tomber sur pile ou face. Mais à coup sûr, vous savez que si vous lancez la pièce en l'air 1000 fois et qu'elle n'est pas truquée, ça sera en gros 500 piles et 500 faces, avec une certaine erreur. Et si vous la lancez 1 million de fois, en gros, ça sera 500 000 piles et 500 000 faces, avec une certaine erreur. Mais ça ne déviera pas trop de la proportion moitié-moitié. Et c'est la loi des grands nombres. Et c'est Bernoulli qui commence à s'y intéresser dans les années 1700 en premier. 30 ans plus tard arrive Abraham de Moivre. C'était un huguenot, comme on disait, un protestant chassé de France, qui avait quitté les persécutions religieuses en France pour trouver refuge en Angleterre, à l'époque où l'Europe se déchirait sous l'effet des guerres de religion. C'était pas malin. La France a perdu beaucoup de grands esprits comme ça, et de Moivre en est un exemple. De Moivre découvre en 1730 ce qu'on appellera plus tard la loi gaussienne, mais qu'on pourrait appeler la loi de Moivrienne. C'est en gros cette exponentielle moins x carré, vous voyez cette fonction qui a une forme de cloche, une sorte de chapeau. Cette fonction, elle vous décrit les erreurs dans les distributions statistiques. Si par exemple je lance ma pièce en l'air plein de fois, eh bien, en gros ça va être 50-50, correspondant à une proportion 1/2 qui est ici, mais il y aura une grande probabilité d'avoir une faible déviation et une très petite probabilité d'avoir une grande déviation. Et la courbe en cloche, elle nous dit quelles sont les probabilités d'avoir telle ou telle déviation, avec une excellente précision, surtout quand le nombre de lancers devient grand. Un peu plus tard, en France, voici une autre loi découverte. Cette fois-ci, c'est Buffon qui la formalise. L'aiguille, une expérience. La loi précédente, elle vous montre que quand vous lancez une pièce en l'air, il y a certaines statistiques qui s'imposent. Buffon, avec son expérience, il nous montre, il nous fait découvrir que les lois ne s'appliquent pas seulement à des lancers de pile ou face, mais aussi à des problèmes géométriques plus sophistiqués, comme celui-ci. Prenez un parquet avec des rainures, des lattes en bois, et dessus vous laissez tomber une aiguille. Et imaginez que la taille de l'aiguille est exactement l'écartement entre deux rainures du parquet. Et vous laissez tomber l'aiguille par terre, et vous vous demandez si l'aiguille va rencontrer une des lames du parquet. Et vous faites la proportion, voir si c'est une fois sur 2, une fois sur 3, et ainsi de suite. Et l'expérience marchera d'autant mieux que vous lancez l'aiguille de toutes les façons possibles, en lançant vers le haut, vers le bas, en la jetant, en la faisant tourner, tout ça. Plus vous le faites de manière chaotique, et meilleur sera vérifié le résultat. Et le résultat, c'est que sur un très grand nombre de lancers, à la fin, ça sera à peu près 2 sur pi, la proportion de fois que l'aiguille rencontrera une rainure. Donc, pas loin de 2 tiers, quoi. Et vous voyez ça encore, c'est quelque chose d'implacable. Vous croyez pouvoir obtenir n'importe quoi en lançant votre aiguille, mais vous êtes rattrapé par la loi mathématique. Et remarquez qu'il y a pi qui apparaît. Pi, c'est le nombre géométrique par excellence. Et ceci traduit le fait que dans cette probabilité, il y a un contenu géométrique. On avance encore dans le temps et on arrive à Laplace, Pierre-Simon de Laplace, connu pour être l'un des plus grands mathématiciens de son époque, connu aussi pour être un ministre désastreux. C'était Napoléon qui l'avait fait ministre de l'Intérieur, et quelques semaines plus tard, il a changé de poste parce qu'il n'était pas adapté. Comme disait Napoléon, il cherchait à introduire l'esprit de l'infiniment petit dans l'administration. Mais dans la loi des probabilités, dans l'étude mathématique, il a été, pas infiniment grand, mais quand même grandiose, très grandiose. Et c'est le premier qui a obtenu une démonstration de cette loi des erreurs, de cette loi gaussienne. Avant, c'était juste des observations, comme avait fait de Moivre, par exemple. Là, maintenant, c'est un raisonnement mathématique qui vous prouve que quand vous attendez suffisamment longtemps, les erreurs autour de la moyenne, elles se répartissent de sorte que
En gros, il y a une erreur de l'ordre de 1 sur racine de n qui est typique, et les erreurs plus grandes sont très faibles. 1 sur racine de n. Par exemple, si vous faites un millier de lancers, ça correspondra à une erreur de l'ordre de 3%. Quand vous ferez vos proportions, là, eh bien, en gros, ce sera compris entre 47% et 53%, la proportion de piles. Et il n'y a quasiment aucune chance que ce soit 60%. Et cette loi des erreurs, à mon avis, c'est vraiment l'un des théorèmes les plus importants dans toutes les mathématiques. C'est quelque chose qu'on expérimente sans arrêt. Quelque chose qui est présent aussi, même sans qu'on s'en rende compte. Si par exemple, on prenait les tailles de tous les individus qui sont ici et qu'on les comparait à la moyenne des tailles dans cette région, on verrait que l'écartement issu un morceau de loi gaussienne. Et c'est comme ça pour énormément de phénomènes qui viennent de partout, en physique, en biologie. Ça a même été appliqué aux sciences sociales par Adolphe Quetelet, mais ce qui est remarquable surtout, c'est la façon dont Francis Galton a fait remarquer qu'elle s'appliquait, cette loi gaussienne, même dans des mesures justement réalisées sur des individus, des animaux, des individus biologiques. Écoutons ce qu'il dit. Il écrit bien. Je ne connais presque rien de plus apte à impressionner l'imagination que la forme extraordinaire d'ordre cosmique exprimée par la loi de la fréquence des erreurs. La loi aurait été personnifiée par les Grecs et déifiée s'ils l'avaient connue. Elle règne avec sérénité et sans se faire remarquer parmi la plus grande confusion. Et plus gigantesque est la foule, plus grande est l'anarchie apparente, et plus parfaite sera l'application de la loi. C'est la loi suprême de la déraison. C'est joliment dit ça. Et donc cette idée qui est bien exprimée que derrière des choses chaotiques, on trouve des lois implacables. Revenons à nos moutons, revenons à Boltzmann. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait ce détour. Avec Boltzmann, on a cette modélisation chaotique des gaz, des particules. On pourrait se dire qu'on ne peut rien en faire, mais justement au contraire, avec les Galton, de Laplace et tout ça, on a compris qu'il y a des lois derrière ce qui semble chaotique. Et précisément, comme les particules, elles s'agitent dans tous les sens, elles vont obéir statistiquement à des lois implacables. Et Boltzmann découvre l'une de ces lois en s'intéressant à une quantité qu'il appelle l'entropie. L'entropie, elle est donnée par la formule que je vous ai dite. Boltzmann montre que pour un gaz, on peut la calculer en fonction de la fonction de distribution statistique, moins l'intégrale de f de xv log f de xv dv dx. C'est la formule qu'un ingénieur ou un physicien peut utiliser pour calculer le désordre associé à une distribution statistique. Plus cette quantité est basse, et plus il est facile de prédire les vitesses des particules. Plus elle est élevée, et plus il est difficile de prédire les états des particules. C'est ça la signification de l'entropie. Et Boltzmann trouve une loi en utilisant une équation qui régit le comportement du gaz, c'est que ce désordre pour le gaz ne peut qu'augmenter au cours du temps. Prenez un gaz, vous le mettez dans une boîte et vous attendez. Et les particules du gaz, elles se cognent les unes les autres dans tous les sens de manière complètement chaotique. Mais vous êtes certain que le désordre, il va au fur et à mesure de ce processus augmenter, augmenter, augmenter. Les collisions augmentent le désordre. C'est la loi implacable qu'a découverte Boltzmann. C'est une loi qui aussi permet d'expliquer les choses. Par exemple, regardez ce qui se passe dans cette expérience où je prends une boîte et je la divise en deux compartiments. Et dans un compartiment, je mets du gaz, dans l'autre compartiment, on fait le vide. Et puis on enlève le compartiment central. On enlève la cloison. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le gaz va envahir le vide. Il va y avoir une aspiration, comme si le vide aspirait la matière. Et le gaz va se répandre partout. Boltzmann lui dit oui, c'est ça qui va se passer. Mais c'est pas parce que le vide aspire la matière. C'est juste parce que, c'est pas parce qu'il y a une force du vide qui va chercher la matière. C'est juste parce que la matière est régie par le hasard et que donc le désordre doit augmenter. Et évidemment, c'est plus désordonné si les particules peuvent occuper toute la boîte
que si elles sont sagement rangées dans un morceau de la boîte. Cette configuration-là, c'est plus difficile de prédire l'état des particules. Il y a plus de désordre et c'est pour ça qu'on y va, juste par l'effet des lois statistiques. C'est un peu comme quand vous regardez une cour de récréation. Imaginez que les enfants sortent de classe et juste à la sortie de la classe, là, ils sont rangés, ils sont tout près de la porte, quoi. Mais si vous attendez 5 minutes, ils seront partout dans la cour. C'est pas parce qu'ils ont envie d'aller dans les espaces vides, c'est parce qu'ils font n'importe quoi. Il y en a 2 qui vont aller se battre dans un coin, il y en a un qui va courir ailleurs, il y en a un qui vont faire une partie de billes et tout ça. Plein d'actions chaotiques, désordonnées, décorrélées les unes des autres. Et comme ça, ils vont se répandre partout. C'est la loi de l'augmentation de l'entropie. Et pour les gaz, c'est pareil, sauf que c'est comme s'il y avait des milliards d'enfants qui jouent tous ensemble en se chamaillant et en se cognant. Boltzmann utilisait pour son raisonnement les équations aux dérivées partielles. J'en ai représenté quelques-unes ici. Vous pouvez les prendre de manière purement artistique pour ceux qui ne sont pas spécialistes d'analyse ou qui ne connaissent pas ces notations. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que chacune de ces équations représente un phénomène naturel. Ici en haut, vous avez l'équation de Boltzmann. C'est l'équation portant sur la fonction de distribution f qui permet de prédire comment elle va évoluer au cours du temps et qui permet de savoir ce qui va arriver au gaz au fur et à mesure que le temps s'écoule. Première fois que mon directeur de thèse a écrit cette équation pour moi, et j'ai regardé ça, et je me suis dit qu'elle n'avait pas l'air très sexy. Hein, vous voyez le truc là? Et puis il a commencé à me dire ce qu'on allait faire, et qu'on pouvait avoir un sujet qui allait parler de ceci ou de cela d'ici 1 ou 2 ans. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pas rester 2 ans avec ça là. Et puis finalement, si. Et comme ça arrive, souvent, pendant la thèse, je suis tombé amoureux du sujet. Et de l'équation, j'ai passé peut-être 10 ans avec elle. Quand vous regardez de l'extérieur un sujet scientifique, ça a l'air extrêmement étroit. Mais quand vous commencez à être dedans, vous vous rendez compte à quel point ça s'élargit, à quel point c'est vaste. Il y a des centaines de contributions analysées et beaucoup de problèmes dedans. Derrière l'équation de Boltzmann, il y a des problèmes liés à la course du temps, liés à la mécanique des fluides, liés au traitement du signal, toutes sortes de choses. Vous découvrez ça au fur et à mesure et c'est comme si tout s'agrandissait. Et puis vous trouvez que vous pouvez aussi faire des contributions. En tout cas, celle-ci, elle représente le comportement d'un gaz. En dessous, vous avez sa cousine. On l'appelle l'équation de Vlasov. Et elle représente le comportement des étoiles, par exemple, d'une galaxie. Si vous voulez savoir comment notre galaxie sera dans 1 milliard d'années, cette équation-là qu'il faut résoudre, qui vous décrit la statistique des étoiles dans notre galaxie. Et si vous ne vous intéressez pas aux galaxies, mais aux choses très 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 petites, vous avez l'équation de Schrödinger, qui décrit le comportement d'un atome soumis aux lois de la physique quantique. Et si vous préférez les lois de la physique classique, vous pouvez vous intéresser aux fluides. En un sens, c'est plus compliqué d'ailleurs. On sait beaucoup plus de choses sur l'équation d'un atome que sur l'équation d'un fluide. Et vous avez ici l'équation de l'air. Ici, c'est lointaines cousines, les équations de ses proches cousines plutôt, les équations de Navier-Stokes compressibles. Ce sont des équations qui ont été développées pour modéliser un fluide et qui sont utilisées maintenant partout dans le monde pour prédire le temps qu'il fera dans le monde d'ici 1 semaine ou d'ici 15 jours, pour prédire même le climat qu'il fera d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, qui sont utilisées aussi, même si on ne s'en rend pas forcément compte, dans toute l'industrie cinématographique. Très souvent, quand on veut représenter un fluide, eh ben, dans un film de Hollywood ou quelque chose comme ça, c'est ça qu'on utilise. Ce sont les équations qu'on utilisera, celles-ci, ou leurs variantes, plutôt que de vraiment réaliser le fluide où on fera un trucage en équations mathématiques. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un colloque aux États-Unis, à San Diego, un gigantesque colloque de mathématiciens,
Et il y avait un représentant, je ne sais plus si c'était, je ne sais plus de quel grand studio, peut-être Disney,